Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une visite, mais aux petits oignons, du musée de l'aventure Peugeot. Je vais essayer d'avoir une approche très exhaustive et une présentation très complète de ce musée avec beaucoup de surprises, dont une exclusivité qui va plaire à ceux qui adorent les sports mécaniques. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse une vidéo, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification et abonnez-vous à mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Je diffuse beaucoup d'actualités et de contenu exclusif. Asseyez-vous confortablement dans votre canapé, c'est parti. Bon Hervé, déjà il faut que tu te présentes. Qu'est-ce que tu fais ici dans le musée de l'aventure Peugeot? Alors moi je suis Hervé Charpentier, je suis le conservateur du musée de l'aventure Peugeot. Je vais gérer toutes les collections du musée. Ça représente environ 600 voitures. Dans le musée vous allez en voir à peu près 120, 125, ça dépend des expositions temporaires et de l'exposition permanente. Et puis toutes les réserves. Alors je t'ai vu arriver en 308. SW. Est-ce que je peux te présenter quelque chose qui va te ramener en arrière? C'est la première de la série des 300. Autrement dit, la 301 qui est l'arrière-grand-mère de la 308. Je vais t'en montrer une, c'est celle-ci. Donc 301 coupé. On est à la naissance du style Peugeot. C'est le tout début où Peugeot va passer de la caisse carrée, je dirais pas bête et méchante parce que c'est une Peugeot, donc elle a quand même de la classe, mais à des voitures qui ont des belles formes. C'est la naissance du style Peugeot, c'est Henri Thomas, c'est le début des années 30, c'est quelque chose qui est magique. Et puis là, je te présente une 301 coupée, c'est magnifique. Et puis avec, on pouvait également se fournir chez Peugeot en moto, avec une magnifique P108 qui sont dans les mêmes teintes. Ah, je vois ça. Que les voitures, donc ça fait un magnifique duo. J'ai une question parce que tu sais, on dit souvent que le 0 sur les premières générations de Peugeot, il était utilisé pour la manivelle, pour mettre en route le moteur. C'est quoi cette histoire? Parce qu'il y en a qui disent que c'est vrai, d'autres qui disent que c'est faux. Alors je vais tordre le coup tout de suite à la légende. C'est une légende urbaine. Le 0 central n'est absolument pas un trou de manivelle. La déclinaison en 3 chiffres, elle commence avec la 201. Ici vous avez un petit coupé docteur, cabriolet, et puis là la berline. Une berline de base 201. Donc quand ce projet sort, Peugeot est armé parce qu'ils viennent de créer le Grand Sochaux, on vient de reconstruire totalement l'usine, mais pas d'une façon vraiment géniale, c'est-à-dire qu'on va construire l'usine autour de la chaîne de production de la 201. Donc on prévoit où sont les postes de travail des gens et on construit les bâtiments autour. Ce qui fait de Sochaux, fin des années 20, le site le plus rentable d'Europe. Avec la 201, Peugeot va amortir les effets de la crise de 29. Sauf que, à ce moment-là, la voiture qui répond à son cahier des charges, c'est une petite voiture, prix d'appel, qui génère un très beau bénéfice. On fait quasiment 30% de bénéfices sur la vente d'une 201, alors que les véhicules les plus luxueux de la marque Peugeot, jusque-là, faisaient à peine 8-10% de marge. Et c'est quelque chose qui est très bien. Sauf que la crise va faire apparaître quelque chose, c'est que les Français vont commencer à mettre leur argent de côté et ne plus acheter de voitures. Et donc, Peugeot doit aller chercher les clients. Mais les clients, ceux qui continuent de dépenser pendant les années de crise, c'est une clientèle plus aisée. Donc Peugeot fait sa montée en gamme. Et pour faire sa montée en gamme, crée la 301, celle qui fête ses 90 ans cette année. Cette montée en gamme, elle continue vers la 401, puis la 601. 601, c'est le navire amiral de la marque. La signification des chiffres, alors c'est ça qui est important. Avec la 601, on a tous les numéros de la marque. La signification des chiffres chez Peugeot, cette articulation de la numérotation, elle vient pour le premier chiffre de la taille de la voiture. 201, c'est plus petit et moins cossu qu'une 301, qui elle-même est plus petite, moins cossu qu'une 401, qui elle-même le sera moins qu'une 601. Le dernier chiffre, ce sera pour la génération, parce qu'on pense déjà à renouveler les gammes. Ça, c'est avec le style. Et le 0 central, c'est un 0 d'alliance. C'est un 0 qui unit la taille de la voiture à sa génération. Et ça n'a jamais été un trou de passage de manivelle. Si vous regardez toutes les voitures de la génération 1, 201, 301, 401, 601, les trous de manivelle sont bel et bien en bas des grilles. Alors c'est généralement des belles grilles chromées. Et Henri Thomas, qui vient de reprendre le style Peugeot, qui vient de créer le style Peugeot, trouve ce trou en bas de calandre horrible. Et pour sa génération 2, lorsqu'il passe de la 401 à la 402, eh bien là, il prend la numérotation Peugeot, clac, la bascule en bas de calandre et fait coïncider le 0 avec le trou de la manivelle. Donc là, on est sur une époque très lointaine.
puisque c'est années 30. 30, ouais, c'est ça. 30. Début des années 30, ouais. Georges Paulin, qui est un inventeur de génie, il a un 301 coupé. Okay. Mais il veut un cabriolet. Mais il a un coupé, mais il veut un cabriolet. Oh, un jour ça l'énerve, schlac, schlac, il coupe le toit. Et il invente un système qui va en fait ouvrir le coffre, basculer le toit à l'intérieur et refermer le coffre. Le tout en appuyant sur un simple bouton électrique. Ce système a plus de 80 ans environ. Ben oui. Ouais, 1930. Quasiment 90 ans. Ouais. Et ça, c'est donc l'invention de Paulin. Alors là, on voit juste à côté ce déploiement du système de coupé cabriolet. Il n'y en a eu que 22 de fabriqués. C'est même le seul qui soit encore en état aujourd'hui dans le monde. Le coffre s'ouvre et le toit commence à basculer à l'arrière. Et alors, juste une question, parce que ce déploiement de toit, il est... électrique. Électrique, il n'est pas mécanique, tu ne le fais pas à la main. On peut le débrayer avec une manivelle, mais c'est électrique. Alors, il y a une voiture, j'aimerais que tu me dises 2-3 petites choses dessus. Avec un design assez atypique, on dirait plutôt la voiture de Retour vers le futur. C'est cette voiture qui fonctionne au gaz. Gazogène. Gazogène. Alors, c'est pas au gaz. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que Peugeot commençait à travailler sur le diesel. Là, on est sur un diesel. Là, on est sur un diesel Peugeot. 402 diesel. 402 diesel. 1938. La première voiture de série diesel, c'est la 403. C'est la 403. Mais juste avant la guerre, Peugeot avait déjà commencé à lancer pour des taxis le diesel. On travaillait déjà là-dessus. Puis la 402, c'est également la première voiture à être équipée d'une boîte semi-automatique. Mais néanmoins, cette 402 gazogène, pendant la guerre, on a des restrictions d'essence. On adapte le système gazogène. On brûle du bois ou du charbon. On le consume et on force une mauvaise combustion. Pourquoi? Parce qu'on veut obtenir du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, il est explosif. Donc, on force une mauvaise combustion, on récupère le monoxyde de carbone et on l'injecte en lieu et place de l'essence dans le moteur. Ça fonctionne très bien. Ça sert à quoi alors du coup? Ça c'était le coffre, il n'y a plus de coffre. Ah ouais, d'accord. Donc ça, on peut mettre des sacs, un coffre de toit et dans lequel on va mettre du charbon, du bois, peut-être une valise ou deux, etc. C'est quelque chose qui est pratique. Alors après la guerre, les mauvaises langues vont dire que les gens un peu pingres vont continuer de les garder en état parce que le bois ça coûte rien. Mais parce que ça c'est un prototype ou c'était une voiture de série? Non, ça roulait dans la rue. Donc tu as des gens qui achetaient ça pour... Mais il y avait des voitures particulières, il y avait des utilitaires. Beaucoup de gens roulaient au charbon ou au bois. Mais par contre, dans la même période, Peugeot est le premier constructeur au monde, premier grand constructeur à produire de série une voiture électrique. La VLV, véhicule léger de ville. Ça, c'est la première voiture électrique produite en série par un grand constructeur. Mais attends, c'est microscopique. Là, tu peux... c'est des voitures... C'est une cycle-car. C'est tellement petit qu'on décale légèrement les sièges pour pas être épaule contre épaule. Il y a 4 batteries qui alimentent un petit moteur Safi entre les deux roues arrière. Comme il y a très peu de voies arrière, on n'a pas besoin de faire un différentiel en gagnant poids. La moitié du poids de cette voiture, c'est ses batteries. Et néanmoins, on est en 1941, on fait 70 km d'autonomie, on roule à 37 km/h et le soir, on rentre à la maison, clac, on le remet dans la prise et ça recharge. Comme une Citroën Ami, à peu près. Ça ressemble un petit peu en termes de perf, t'es pas très loin, ça prend 45 km/h, t'as à peu près la même autonomie. Et là, on est en 1941. Incroyable. 377 exemplaires fabriqués. Il y a une partie que moi j'affectionne tout particulièrement, c'est les voitures de course. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ici, dans ce qu'on appelle la fosse aux lionnes, vous avez une toute petite partie de la collection des voitures de compétition Peugeot. Parce qu'il y en a tellement eu qu'on ne peut pas toutes les mettre. Forcément. Tu as des beaux exemplaires ici, 306 Maxi. 205 T16, 205 T16. 2, la maquette de la 405 T16, une 405 T16 Grand Raid pour les raids en Afrique, le Paris-Dakar, 306 Maxi, 206 WRC, 106 Maxi, les Rennes d'Afrique. Donc là, tu es dans les débuts des années 80, fin 70 à peu près? 70-80. 60, 70, 80. Peugeot commence à s'inscrire avec des véhicules de la génération 03, puis toutes les voitures de la génération 4. On a même une voiture de la Team Acept Gilles, avec un équipage féminin, la 405 T16 Pikes Peak, celle qui a gagné 2 fois, une fois avec Vatanen, une fois avec Hunter. Puis il y a Sébastien Loeb qui a fait Pikes Peak avec celle-ci. Voilà. Ça c'est une maquette, celle-ci. Celle-ci c'est une maquette, puisque la vraie elle n'est pas dans les collections du musée. J'aimerais bien qu'on parle des modèles Youngtimer plus récents. Parce que là, si on voulait vraiment parler de tout, on pourrait rester 5 heures. Oui, facile. Ou peut-être plusieurs jours. Alors là, on a une voiture qui est en fait ce qu'on appelle une sortie de grange. Mais en fait, celle-là, elle a été trouvée totalement par hasard par une société qui était en train de démolir des hangars sur la ville de Lyon. Et en fait, il manquait des mètres carrés sur leur plan. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc ils ont trouvé un mur. Ce mur n'est pas censé être là. Ils ont fait tomber le mur. Et en fait, il y avait cette voiture qui était emmurée en fait. Emmurée. Et avec sur le siège des bons de rationnement de la Deuxième Guerre mondiale et un journal. On sait qu'elle a été emmurée par son propriétaire, certainement pour que l'occupant ne parte pas avec. Le premier concept car Peugeot qui est là-bas. Quasar.
Quasar. C'est l'acceptation moderne du concept car, parce que des concept cars, il y en a eu avant. Des prototypes, des concept cars, des essais, il y en a toujours eu. Quasar, c'est impressionnant. C'est des feux de 205, ça? C'est des feux de 205, c'est un moteur de 205 T16. D'accord. Qui n'est pas du tout connecté à quoi que ce soit, c'est uniquement là pour faire joli. C'est une forme de voiture irréalisable en série, mais c'est là qu'est l'intérêt du concept car. Le concept car, c'est rêver une voiture pour le futur. Tester des éléments de style pour voir ce que les gens disent sur les salons. Dire, ah ouais, ça c'est sympa, si seulement ça pouvait arriver sur la voiture, la future voiture. Si tu vas sur la face avant, c'est incroyable. Le Quasar. C'était hyper avant-gardiste parce que ça, le Quasar, c'est quelle année On est en 1984. Ah oui. Un an après la 205. Parce qu'elle s'appelle 205 T16 Quasar. Quasar, en fait, ça, oui. Et regarde bien la face avant, elle te fait penser à rien. La 405. Tous les premiers éléments de style sont là. Okay. Et quand tu regardes la voiture de près, c'est vrai, ce qui est très amusant, c'est que déjà, les lions se regardent sur les sièges. Ah ok, le logo est inversé. Le logo est inversé sur un des deux sièges pour qu'ils se regardent. Et puis, à l'époque, on ne faisait pas encore des compteurs digitaux. Ça, c'est du fake, c'est un autocollant. Mais attends, mais là, c'est un écran au centre. C'est un écran, oui. Donc c'est l'ancêtre de l'écran d'infodivertissement que tu retrouves aujourd'hui dans toutes les voitures. Okay. Et là, on est en 84. Le petit lecteur à cassette, toute une série de boutons, puis surtout, sur le compteur est indiqué 205. Un concept, une sorte de buggy. Ah bah c'est Hogar. Hogar, ouais. Avec ses deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Donc là, on est au début des années 2000, c'est ça? Oui. Là, on est sur 2003 pour l'année de présentation. 360 chevaux, c'est un avaleur de dunes. Ça, c'est beau. Et Onyx a quasi 10 ans. J'étais étonné tout à l'heure. J'ai regardé 10 ans pour une voiture ultra avant-gardiste en termes de design avec ses rétroviseurs. On est dans la supercar en 2022. C'est ça, on est dans la supercar avec des motorisations, un V8, c'est le plaisir de conduire. C'est une voiture qui, alors déjà, vit. Alors vit par sa carrosserie. Parce qu'elle est faite de vrai cuivre. D'accord. Formée par un maître artisan qui va évoluer, qui va vivre. Je le touche, c'est pas grave. Ça va donner une vie à la voiture. Il n'y en aurait pas de pareil. Si elle avait été produite en série, cette voiture-là, du fait du vieillissement du cuivre, les taches ne seraient pas apparues au même endroit et chacune aurait sa vie propre. Cette voiture, elle vit. Préoccupation écologique, le choix des matériaux, tous des matériaux recyclés. On a l'impression que c'est du bois. Non, c'est du papier journal. Travailler, rouler, coller, contre-coller, rouler et débiter en tranches, ça redonne l'illusion du bois. On dirait vraiment du bois. Une fois de plus, c'est un concept. Autrement dit, il y a des éléments qui vont être captés pour la création des intérieurs des futures voitures. On voit aussi le petit volant, le petit volant qu'on va retrouver. Un volant en yoke. Voilà, et puis il va être légèrement déformé, puis on va le retrouver sur SR1, un autre grand concept de la marque Peugeot, qui sera l'ancêtre de toutes les Peugeot d'aujourd'hui. Le petit volant, le high cockpit, tout vient de SR1. Puis surtout à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve à l'arrière? Les 3 griffes. Et Peugeot, le style Peugeot, va toujours aller chercher son inspiration dans son passé pour se propulser dans le futur. D'où viennent les 3 griffes? Du 504 coupé, phase 1, celui qui va inspirer le fameux e-Légende. Juste derrière, il y a un très beau modèle. SR1, donc la fameuse SR1 dont tu parlais. Voilà, avec son fameux high cockpit, ce qui préfigurait l'ancien high cockpit, c'est la simplification. Les voitures d'avant sont des voitures sur lesquelles les gens pouvaient dire parfois il faut avoir bac plus 12 pour savoir piloter une Peugeot. Là non, tout est gommé, tout est simplifié, un écran, un petit volant, et là on a la naissance du high cockpit. Tout est là. Et on écoute les gens. La SR1, c'est quelle année? Alors là, on est au tout début des années 2010. C'est ça. Alors, une autre mythique, en V12. Oui. 907. Il y a une chose, moi, qui me fait penser à une Bugatti Chiron, c'est la console centrale. Alors je sais que dans les commentaires, je sens qu'il y en a certains qui vont me dire pas du tout, mais si, ça ressemble beaucoup. Le pommeau de levier de vitesse ressemble énormément à la Bugatti. C'est un des derniers grands concept cars de Gérard Velter. Et là, on voit sa patte et on voit une magnifique voiture à capot long avec une motorisation surpuissante, un V12 fait avec Peugeot Sport. C'est pas un concept comme les autres. C'est une voiture qui roule. Elle roule. Elle roule. C'est une voiture qui fonctionne. Là, on retrouve des écopes latérales, un peu comme une F12 Tour de France de chez Ferrari. Donc, des évocations hyper exclusives. Pareil sur les flancs latéraux, avec des échappements latéraux et des écopes qui se situent entre la roue avant et la portière. Là aussi, on est sur un design ultra exclusif. Et puis, surtout, on voit le moteur. On voit le moteur sous la bulle. C'est ça qui est intéressant. On voit également les futurs éléments de style de la 607, c'est très drôle. On commence à voir apparaître le museau saillant,
le passage du Lion dans la Calandre, etc. C'est jamais anodin un concept car, jamais. Jamais, il y a toujours une idée cachée derrière. Il y a une époque, on va y venir dans quelques instants, mais là il y a quelques voitures mythiques, dont celle qui a inspiré le coupé Légende, oui, qui a été présentée il y a quelques années seulement. C'est celle-là qu'on a refait pour le style Peugeot en parallèle de Légende. Donc c'est la vraie, c'est celle qui était présentée à côté. Donc c'est celle qui a inspiré. Donc on retrouve les 3 griffes à l'arrière. C'est ce qu'on appelle un 504 coupé phase 1. On le reconnaît, les feux arrière en 3 griffes. Alors on reconnaît l'intérieur, la sellerie qui est d'ailleurs reprise dans le concept car. Et à l'avant, les 4 petits feux, 4 petits projecteurs. Bon, qui sont beaucoup plus effilés sur le concept, mais on retrouve le même design. C'est de là que ça vient, c'est là que tout naît. C'est une des voitures les plus mythiques en style. Si en style on ne devait en retenir qu'une, ça pourrait être celle-là. D'accord. Tellement elle est intemporelle. Ça, on a toujours la classe avec une voiture comme ça. Alors une un peu plus massive, mais quand même impressionnante à voir, c'est la berline qui est juste derrière. La 604. 604. Alors pour le coup, oui, elle est plus impressionnante parce que c'est une berline blindée présidentielle. C'est celle de Valéry Giscard d'Estaing. Ok. Donc oui, alors celle-là, pour le coup, elle est rallongée, parce qu'il ne faut pas oublier que le président était grand et qu'on est sur de la voiture qui a été modifiée et puis qui est définitivement massive et lourde, puisqu'elle est blindée. Alors celle-ci, elle est ouverte ou? Il faut essayer, mais je ne... oui, elle est ouverte. Donc on voit le poids de la porte, normalement. La porte est extrêmement lourde. Voilà. Et puis la place à l'intérieur, parce que je crois qu'il faisait presque 2 mètres. C'est ça. Aujourd'hui, elle occupe une place très particulière dans le milieu des Youngtimers, des passionnés des Youngtimers. C'est une des références, si ce n'est la référence. Voilà, de toute façon, Peugeot a frappé fort et bien. 205 est un projet unique, est un projet salvateur. Il n'y aurait pas eu 205, il n'y aurait plus de Peugeot, il n'y aurait plus Citroën, il n'y aurait plus rien. Dans la série D5, tu as aussi, alors tu avais la 405, tu avais une version sportive qui s'appelait la MI16, mais tu en avais une autre encore plus rare, qui est juste ici. Alors moi j'en ai vu une seule fois quand j'étais gamin, c'est la T16 4x4. On touche du doigt la passion automobile. C'est des voitures comme il en existe peu, comme Peugeot, on a produit peu finalement. Ça reste des... Alors, il n'y a pas une clientèle énorme pour ça, mais c'est la petite touche qui donnait à Peugeot une aura encore supplémentaire. Mais tout ça est tiré par nos victoires en compétition. 205, 405. 309, juste à côté, GTI. Alors, moins de succès que la 205, mais une voiture quand même qui a marqué les esprits. C'est pas la même chose, et pourtant si. C'est un véhicule qui est issu d'un projet qui était dans des cartons, qu'on veut sortir mais on n'est pas sûr, et puis à un moment, on dit tiens, on va prendre des éléments de la 205, on va les adapter sur la future 309, et puis on lui crée un arrière bien spécifique. Mais pourquoi 309? Pourquoi pas 305? Elle existait déjà. 305 existait déjà, et on n'a pas un véhicule qui représente un saut générationnel. D'accord. On n'est pas dans la 306. 306, c'est autre chose. Elle est venue après la 309 d'ailleurs. Oui, oui, c'est logique. Et donc, on ne voulait pas... Il n'y avait plus de place. Les 04, les 05, c'est une période où il y a eu toutes les tailles de voitures. Avec la génération 4, on a tout eu, 104, 204, 304, 404, 504, 604, tout était là. La 05, il n'y avait plus de place. 205, 305, 405, 505, 605 étaient là. C'est la taille de la 305, mais pas encore assez novatrice pour devenir une 06. J'allais oublier la 406 du film Taxi. Ça, c'est une des voitures des films Taxi, parce qu'on en a une de chaque. Une à 2 de chaque. Ça, c'est de l'incontournable. Si on la retire du musée, tout le monde nous demande mais où est la voiture du film Taxi. Et là, on a une 104. Alors, cette année, c'est les 50 ans de la 104. On va commencer à sortir pour l'occasion une collection assez complète, dont celle-ci. Alors, celle-ci, deux faces. Ça ne dit rien. Enfin, oui, pourquoi pas, il y a une couleur intéressante. C'est le profil qui est intéressant. C'est une 104 tricorps à coffre. C'est un des projets. Il y a eu plusieurs projets lors du développement de la 104. Sauf que l'argument massu de Peugeot à cette époque, qui va créer la première voiture de taille 1. On a parlé de la déclinaison des tailles de voitures. C'est la première voiture de taille 1. Parce qu'on avait déjà la 204 et qu'on avait ce petit projet qui était encore plus petit. Donc l'articulation est naturelle. De la 204, je clique, on descend d'un cran, on a la 104. Alors il y a 3 modèles là. J'adore la 306 Maxi, mais moi la 205 reste quand même ultra mythique. Là on est sur un modèle de rallye, c'était pas les modèles pour le Paris-Dakar. Non, ça, là on est sur le championnat du monde des rallyes. On est en Evo 2, on le reconnaît avec le plateau arrière. On peut aller voir le... Oui. Celle-ci, d'ailleurs qui a été conduite par Vatanen. C'est ça. Donc c'est une des voitures qui a été pilotée par Harry Vatanen. Il en garde un très bon souvenir. Quand il conduit à nouveau ces voitures-là, il retrouve instantanément les sensations qu'il avait à l'époque.
C'était il y a 35 ans. Ouais, c'est ça. 35-40 ans bientôt. Donc, mais il va retrouver tout de suite sa position dans la voiture, l'agrément de conduite, et il ne faut pas lui en promettre parce que la voiture, il la pousse comme elle était à l'époque. Celle de Panizzi. Alors, 306 Maxi. 306 Maxi, qui faisait des prouesses sur l'asphalte. C'est des voitures qui sont quand même assez exceptionnelles. On voit l'évolution. On a des voitures qui sont quasiment des voitures de série pour certains éléments. Et puis, elles sont gonflées, elles ont leur motorisation. C'est le travail de Peugeot Sport. Et là, tu es sur une 106 Rallye. 106 Rallye. Moi, j'ai appris à conduire sur une Peugeot 106, donc j'ai une affection particulière pour celle-ci. Il y a eu la S16 et tu as eu la Rallye. Et la Rallye. Voilà. La Rallye, c'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui est le plus proche des productions de Peugeot Sport. Donc là, 406 coupé, c'est Antani. C'est Antani. Donc c'est la voiture de l'anniversaire de Pininfarina. On a une 205 GTI qui a été entièrement rénovée par les ateliers du musée. Cet exemplaire, je crois qu'on peut même l'acheter si on se manifeste. Oui. Alors avant tout, est-ce que tu sais d'où vient le lion qui arbore toutes les calandres pas du tout. Peugeot depuis le début de l'automobile? Alors tu vois, moi qui connais beaucoup l'origine des marques, les histoires, pourquoi elles ont été créées, fabriquées, etc. Mais ça, je t'avoue, je connais pas du tout. Alors il faut savoir que Peugeot, c'est beaucoup plus vieux que l'automobile. Son histoire commence en 1810. Et qu'un jour, Peugeot invente, alors quand il travaillait dans l'acier, qu'il fabriquait de l'outillage, invente la lame de scie moderne. Toutes les lames de scie du monde aujourd'hui sont toutes fabriquées sur des brevets édictés par Peugeot au début du 19e siècle. Le roi de la scie, c'est Peugeot. Le roi de la scie, c'est Peugeot. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va rencontrer Émile Levasseur, grâce à René Panhard. René Panhard, qui est un marchand de machines à bois, qui se fournit en lame de scie chez Peugeot. Donc, pour en revenir à notre lion, tout simplement, un jour Peugeot invente la lame de scie moderne. On est en 1850, tout le monde ne sait pas lire et écrire couramment. Nos lames de scie sont vendues dans le monde entier, donc de Hanoï à Saïgon, de Rio de Janeiro à New York, de San Francisco à Sydney. Et il faut que tout le monde, malgré les différences d'écriture, puisse identifier Peugeot. Donc on ne va pas écrire Peugeot, ça ne marcherait pas. Il faut trouver un symbole. Qu'est-ce qui symbolise le mieux la marque? C'est sa lame de scie. Cette lame de scie, on va reprendre ses meilleures qualités et on va en tirer un emblème. Et là, Émile Peugeot et Jules Peugeot vont choisir le lion. Alors pourquoi le lion? On est en Franche-Comté. Ça, c'est déjà historiquement... Parce que c'est le symbole de la Franche-Comté. C'est le symbole de la Franche-Comté. Alors, on est en pays de Montbéliard. Le pays de Montbéliard est indépendant. Normalement, c'est une principauté. Néanmoins, on fait appel à la Franche-Comté et au lion de Franche-Comté. Allez, un lointain écho. La lame de scie Peugeot, elle coupe le bois rapidement, comme un lion qui court après sa proie. Une lame de scie Peugeot, elle est faite d'un acier souple mais robuste, comme l'échine du lion qui bondit sur sa proie. Et puis la lame de scie Peugeot a des dents tranchantes comme les dents du lion qui met à mort sa proie. On a les trois meilleures qualités et on va donc créer un lion qui marche sur une flèche. Ce lion marchant sur flèche va être la marque de fabrication des meilleurs aciers Peugeot à partir des années 1850. C'est ce qu'on retrouve partout, sur tout l'outillage, mais également sur les arts ménagers. Parce que Peugeot, c'est les arts ménagers avec les fameux moulins à café. Là, on a des moulins d'épicerie, mais on retrouve déjà ce fameux lion qui marche. Et puis, on va le retrouver également, ce lion, sur tout ce qui est accessoires de mode. Parce que Peugeot, c'est un acteur incontournable de la mode parisienne durant le 19e siècle, avec comme première cliente l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, qui se fournit chez Peugeot en crinoline. Vous en apprenez aujourd'hui des choses. Je pense que l'origine du logo Peugeot, je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir briller en société grâce à toi. Et la première fois qu'on voit le lion Peugeot sur une voiture, c'est sur les voiturettes Lion. Alors c'est des voitures qui vont apparaître en 1906, 1905, 1906. Et là, on voit ce fameux lion marchant sur flèche. Parce que la toute première Peugeot, là, c'est celle-ci ou celle-ci? Non, les toutes premières Peugeot, c'est celles qui sont dans les modules d'avant. La première Peugeot, c'est 1889. Okay. Peugeot, c'est une des trois grandes marques fondatrices de l'automobile. C'est les trois grands de l'automobile. C'est Armand Peugeot, Gottlieb Daimler, Émile Levasseur. Je ne m'attendais pas à apprendre autant de choses aujourd'hui grâce à toi, Hervé. Je voulais vraiment te remercier parce que là, cette visite, tu nous as fait une visite personnalisée. Alors, encore une fois, je tiens à préciser, c'est important. Tu ne pouvais pas tout nous montrer parce que là, la vidéo a duré une journée entière. En plus, avec tes connaissances, je pense qu'on pourrait même faire 2 jours de vidéo. Tant tu connais sur le bout des doigts chacune des voitures présentes dans ce musée. Ça, c'est vraiment important. Et je tenais vraiment à te remercier. C'est adorable de ta part d'être occupé de nous. N'hésitez pas à venir voir toutes ces collections. Et puis, à très bientôt.
Xavier, bonjour. Merci de nous recevoir ici dans le musée de l'aventure Peugeot. Merci de venir. C'est un plaisir. On est venu ici aujourd'hui parce qu'on a eu énormément de demandes de la communauté pour voir ce musée qui est assez incroyable. Déjà, tu peux nous présenter ce que toi tu fais. Je suis directeur général de l'association de l'aventure Peugeot Citroën DS, qui aujourd'hui, de façon indépendante, s'occupe de l'histoire des marques françaises du groupe Stellantis. Donc Peugeot, Citroën DS, toujours en activité, mais aussi des marques aujourd'hui disparues qui s'appellent Talbot, Matra, Simca, etc., qui ont à un moment donné été dans l'histoire. Et alors le but de ce musée de l'aventure Peugeot, tu peux un peu nous l'expliquer? Depuis 82 qu'existe l'association, l'idée c'était d'avoir un écrin, d'avoir un espace, un établissement qui réunisse et qui présente pour partager les éléments patrimoniaux, l'histoire de la marque Peugeot. Et le musée existe ici à Sochaux, à côté de Montbéliard, en fait depuis 88. C'est un musée qui a déjà une certaine histoire, qui a évolué. Ici vous êtes dans la dernière partie qui a été installée il y a maintenant un peu plus de 10 ans pour abriter la dimension un peu sportive. Donc vous avez ici un échantillon. Il y a combien de voitures ici en tout? Il y a 120 voitures exposées dans une collection Peugeot qui a plus de 600 voitures. Et aussi complétée par une collection Citroën qui a plus de 650 voitures. Donc l'aventure en fait pilote plus de 1200 voitures de collection. C'est assez énorme. Et alors il y a certaines voitures ici qui peuvent être en vente à des moments. J'en ai vu une à l'entrée du musée. Alors c'est pas votre activité principale, loin de là, mais ça peut arriver. C'est une activité récente. C'est pas qu'une question d'amasser. Moi, je suis contraint par mes moyens, par mes surfaces, à gérer ce qu'il est raisonnable de faire. Donc, du coup, on a depuis quelque temps quelques opérations de vente de nos doublons et triplons de collection pour le public. Et là, vous en avez peut-être entendu parler des ventes aux enchères qu'on organise particulièrement avec la maison Agut ces dernières années. Et on a ouvert depuis l'année dernière aussi un service lié à l'espace technique qui revend des voitures pour les gens qui ont un peu besoin de confiance dans la qualité et dans un diagnostic qu'on aura fait. Et donc on a entamé effectivement la revente de voitures classiques. Ça c'est intéressant, ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui savent faire. Bon, merci beaucoup en tout cas Xavier. Vous êtes les bienvenus. Merci Xavier, à bientôt. Au revoir. À droite, tu devrais pouvoir rentrer, non? Attends, je vais rentrer, ouais. Christian, est-ce que tu peux te présenter? Parce que tu vas nous présenter une partie du musée de l'aventure Peugeot qui va intéresser beaucoup de monde. Oui. C'est l'atelier. Tout à fait. Moi, je suis Christian Guillaume, je suis le responsable des ateliers du musée de Peugeot. Donc, où on fait de l'entretien et de la préservation du patrimoine pour notre musée. Mais on fait également de l'entretien et de la restauration pour les particuliers. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. En fait, tu vas pouvoir t'apercevoir que toutes les voitures qui sont là sont des voitures clients. Donc, ils viennent pour de l'entretien, de la mise au point. À savoir, voilà, cette petite 205 qui vient pour une mise au point moteur, ça on fait. Et puis on fait également des restaurations intégrales à l'image de cette magnifique 504 coupé, c'est rien. Tu peux nous la présenter un petit peu? Ouais, bien sûr. Cette voiture, elle a fait beaucoup de kilomètres pour venir ici. Parce qu'elle vient de l'île de la Réunion. D'accord. Donc le client nous a envoyé 2 voitures dans un conteneur et on restaure les 2 voitures. Et le challenge, c'est que fin du mois de juin, elle repart à la Réunion. Donc timing serré. Timing serré. Et là, par exemple, tu refais quoi? Là, tu tout. Vous refaites carrosserie, moteur, châssis. D'accord. On a mis la caisse à nu. On l'a désossée, on l'a sablée, décapée. On a réparé ce qu'il y avait réparé sur la tôlerie parce que ça reste une 504, donc de la tôlerie, il y en a à faire. L'intérieur aussi, la sellerie, elle a été refaite. La sellerie est refaite à neuf. C'est la même que dans le concept 504 e-Legend, non? La couleur. Ouais, c'est ça. Alors, pour le coup, là, on a fait refabriquer du velours turquoise, ce qui n'existe plus. Donc là, l'intérieur, il est unique. Refait conforme à l'origine, sur les formes et tout ça. Peinture, évidemment, complète. T'as combien d'heures de travail là-dessus? Ça vous prend combien de temps, là? C'est énorme, en fait. À un moment donné, on compte plus. D'accord. Donc une enveloppe globale qu'on définit avec le client. Là, en tout a été revu. Mécanique, carrosserie, peinture. La voiture, je ne peux pas dire qu'elle est neuve, mais chaque rondelle, chaque écrou, chaque vis a été contrôlé, vérifié. Donc s'il est nécessaire de le changer, vous le changez. Voilà, c'est ça. Donc un travail titanesque. Et on garde le maximum de pièces d'origine de la voiture, évidemment.
Ok. En termes de coût là-dessus, je sais pas si toi tu communiques parce que ça peut être très variable en fonction du nombre de pièces que tu as à changer. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette? C'est quelque chose de trop compliqué? Non, oui, les fourchettes, c'est... Alors là, on va déplacer les 40 000 € de restauration. Alors, bien entendu, bien au-delà de la valeur de la voiture, mais c'est un choix du client, c'est une voiture de famille. On n'est plus dans le raisonnable, on est dans la passion, en fonction des travaux qu'on a à faire dessus. Et c'est les heures qui coûtent cher, évidemment. Bien sûr. Globalement, mécaniquement, là-dessus, en pièces, 50 pièces mécaniques, on a une enveloppe à peu près de 10 000 €. Parce que tous les trains, les freins, tout ça, c'est refait à neuf ou changé par de la pièce neuve. Et puis il faut les installer après. L'intérieur est vraiment beau, hein. C'est assez rare d'ailleurs. L'intérieur, il est, parce que il est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Extrêmement rare de voir. Même les plastiques, là par exemple, en fait, ça c'est changé. Ça, c'est du neuf. Ça, c'est du neuf. Les sièges. C'est notre magasin de pièces de rechange qui est à côté. Ouais. Donc là, et les joints, c'est des joints neufs qu'on a fait refaire. Ciel de toit. Le ciel de toit est neuf d'origine. C'est le dernier que j'avais en stock au magasin. T'as une petite 205 là-bas? Ouais. Elle est finie celle-ci? Elle est quasiment finie. On est à 95%. Donc là, on peut aller la voir parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour la 205 GTI. Ah oui. Vous en avez une belle là dans le musée, tu sais la blanche qui est dans le musée à côté de la 406. Tout à fait. Qui est terminée et celle-ci en très bon état. Alors celle-ci, on est en train de terminer la restauration, elle est encore pas tout à fait finie, mais en tout cas on est déjà pas loin de la fin. Elle a été pareil, caisse quasiment à nu, donc une peinture complète, les éléments mécaniques, train roulant, tout est neuf. Tous les trains ont été révisés, rénovés. La mécanique... la sellerie est neuve? La sellerie est neuve. Alors c'est une demande particulière du client. C'est pas d'origine ça? C'était une option d'époque, mais pas en surpiqûre grise. Elle était en surpiqûre rouge à l'époque. Et le client a voulu la faire surpiqûre grise. Ça ne dénature pas la voiture. Et pour le coup, on a fait refaire la sellerie intérieure complète. Donc là, hormis le prix d'achat du véhicule, qui aujourd'hui est assez élevé sur une 205 GTI, là en réno complète, t'es à combien? T'es à 20 000 € à peu près? On est plutôt proche des 30 000. 30 000, ok. Ouais. Sur vraiment une intégrale comme on a fait là, on a refait le volant est gainé cuir. On va ouvrir le capot, tu vas voir le travail qui a été fait sous capot. On le voit, la voiture elle est neuve quoi, sortie d'usine. Par exemple, tous les plastiques qu'on voit de tour de caisse, c'est de la pièce neuve d'origine qu'on refabrique nous. Et on est les seuls à le faire. Tout est... on est allé au maximum de ce qu'on pouvait produire. Ah ouais, ok, d'accord. Donc on a allé jusqu'à retraiter évidemment toute la visserie, les tôles de protection. On a développé une peinture spéciale pour reproduire l'aspect des coupelles d'amortisseurs. À l'époque, c'était un traitement chimique et ce traitement chimique aujourd'hui n'est plus possible, donc à cause des normes de pollution. J'ai développé une peinture qui reproduit l'aspect des coupelles d'amortisseurs de l'époque. Donc la voiture aujourd'hui, elle est neuve. En gros, tu reprends forcément les pièces de base de la voiture, mais on va dire la moindre chose qui est un peu altérée par le temps, elle est modifiée. Ça, c'est une peinture complète. Là. La peinture complète. La caisse a été nulle. Il n'y avait plus rien. Toute la mécanique a été déposée. Il y a eu un peu de travail de tôlerie aussi à quelques endroits, parce que la corrosion fait aussi son travail malheureusement. Et tu changes même ça en fait. Ça, c'est d'origine. Ça c'est d'origine, mais il est plutôt en bon état, donc on l'a maintenu. Voilà, après les durites on change, tout le circuit d'injection a été révisé, rénové et on en profite aussi nous dans des projets comme celui-ci pour valider certaines pièces qu'on va commercialiser après. L'anecdote de cette voiture, c'est que son propriétaire est un Français qui l'a acheté neuve à l'époque, qui vit aujourd'hui au Canada et cette voiture repart au Canada. Ah ok. Donc voilà, elle a été refaite intégralement aux conditions du client et une fois qu'elle est terminée, elle prend le bateau ou l'avion et elle repart en Amérique du Nord. Ah, c'est incroyable. Elle part au Canada. Mais j'ai un autre projet à vous montrer. Ah bah vas-y. En fait, c'est notre plus gros projet de restauration à ce jour. Ah bah tu m'en fais une surprise. Ouais, c'est pour moi le chantier le plus incroyable que... Ok. Bon, exclu, ouais. Et là, cette voiture, elle est juste dingue. C'est une 203 coupée. Donc là, on est dans les années 50, on est au milieu des années 50, 55 ou 56. Et cette voiture, elle a été vendue neuve en Finlande. Ok. Et alors, pour le coup, il y en a eu 955 de mémoire, peut-être à une près ou deux, de produites à l'époque. Il en resterait une petite centaine. Celle-ci est revenue en France il y a quelques années. Le nouveau propriétaire nous l'a confiée pour une rénovation à neuf. Elle est arrivée roulante, tournante, complète. On l'a mis à nu.
Elle est passée au four, elle est passée au sablage. Repente. Non, mais attends, parce que avant ça, quand on a fait tout le décapage, et c'est là que je veux vraiment insister sur le métier de la restauration automobile, parce que quand on voit ça, évidemment, c'est fabuleux. Il faut juste reprendre que derrière, il y a 1 an et demi de travail de tôlerie. 1 an et demi de tôlerie. C'est pharaonique. En fait, quand on a commencé à décaper la voiture, on s'est aperçu qu'elle avait eu un accident, la caisse était tordue et que tous les éléments de la carrosserie avaient été réparés et mal réparés. Donc ça, c'est fait à la main. C'est fait à la main, en fait, tout ça. Il y a plein d'éléments qui sont faits à la mano. Enfin, t'as pas de machine, là. Il n'y a plus de machine. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à enlever les éléments défectueux. Et il est resté au final que le toit et la partie arrière. Ok, donc tout était défectueux. Il restait en gros 80 kg de tôle. Oh là là. Et on a tout reconstruit. Donc on a pris des éléments existants. Ça, c'est les portes d'origine de la voiture. C'est très spécifique au coupé cabriolet. Okay. On a enlevé le bloc avant. On en a regreffé un conforme à l'origine, point par point, comme c'était fait en usine. Et tout l'intérieur, les planchers, c'est de la pièce neuve, refabriquée. On a un prestataire qui fait de la pièce. Et nous, on a utilisé, entre guillemets, ce projet pour la validation. Et depuis, on les commercialise. Donc en gros, tu es en train de m'expliquer que vous remettez à neuf, vous livrez à un client en 2022 une voiture qui date des années 50, comme si elle était strictement neuve. Oui, sans exagérer, mais je pense réellement que une voiture dans cet état-là, une 203 coupée dans cet état-là, il n'y en a pas 2 dans le monde. Là, le travail qui a été fait sur cette voiture est juste incroyable. Ah bah ça se voit. Merci beaucoup. Ouais, ça serait super. C'est top pour tout ce que tu nous as expliqué et partagé. Bon, c'est la fin de cette vidéo ultra complète. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai déjà prévu de revenir au musée de l'aventure Peugeot avec des exclusivités. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais restez connectés. Ça arrive dans les prochains mois, le temps d'organiser ces nouveaux contenus digitaux. Sur YouTube, abonnez-vous, activez cette fameuse cloche de notification. Pareil, abonnez-vous à mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!